Tous ces entraîneurs, ils avaient entre 40, 45, 50, 55 ans. Et tous avaient des problèmes articulaires. Et ça, c'était quelque chose qui m'interpellait énormément. Je me disais comment quelque chose qui est censé être pratiqué toute une vie, comment ça se fait que c'est aussi destructeur pour les articulations? Parle-nous du modèle dans lequel tu as évolué étant plus jeune, notamment les sports de compétition que tu as pratiqués et la vision que tu avais du sport et de l'entraînement à ce moment-là. Et ensuite, on pourra décliner ça dans le temps et comment ça a évolué. Mais où est-ce que ça a commencé pour toi le sport et quelle vision tu avais au départ? Alors, j'ai commencé, on va partir à tout petit. J'ai commencé à faire du sport à l'âge de 6 ans, de manière, on va dire, un peu structurée, hein, s'inscrire dans un club. Donc, j'ai découvert le judo, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du foot, j'ai fait un peu de rugby. Et puis finalement, lorsque j'étais au collège, j'ai subi pas mal de harcèlement de la part de gens qui étaient plus grands. Bon, moi, quand tu rentres au collège, j'étais en sixième et voilà, donc c'était les troisièmes dans le système scolaire français. Je ne sais pas si c'est la même chose en Suisse. Et finalement, ça a généré chez moi euh, beaucoup de tristesse et en même temps beaucoup de frustration de ne pas pouvoir en fait m'imposer, me défendre, etc. Et voilà, suite à plein de mésaventures, mes parents ont décidé de m'inscrire au karaté. Et c'est là en fait que j'ai découvert une voie, une discipline qui allait me passionner pour de très très nombreuses années. Donc une discipline qui m'a appris à canaliser ma colère, apprendre à me défendre, apprendre à poser un cadre et des limites et ne pas avoir peur, si tu veux, de mettre un poing dans la gueule à quelqu'un s'il m'emmerdait. Alors, aujourd'hui, il faut faire attention parce qu'un point dans la gueule et tu te prends un coup de couteau en retour, mais bon, ça, c'est encore un autre débat de société. Mais à l'époque, on avait au moins cet avantage Hmm. que voilà, si jamais tu devais te battre pour défendre ton honneur ou qu'on arrête de t'emmerder, c'était le plus fort qui gagnait. Voilà. Donc ça a été une très très belle école de vie dans laquelle j'étais visiblement doué, hein, puisque bon, j'ai fait ce qu'on appelle du karaté traditionnel pendant de nombreuses années. Je suis ceinture noire, troisième dan de karaté. En parallèle de ça, j'ai pratiqué d'autres sports de combat comme le taekwondo, le kickboxing, le full contact et des choses comme ça. Et puis donc après, j'ai découvert la compétition en kata, qui est l'aspect technique du karaté. T'avais quel Euh, âge à ce moment-là? C'était un mix, si tu veux, en karaté à l'époque. Tu devais pour devenir ceinture noire, on devait faire à la fois du combat et à la fois des katas. Hmm. Et donc ça te suivait jusque dans les compétitions. Souvent, dans les compétitions au niveau national, tu devais faire kata et combat en même temps. Et puis à un moment donné, la fédération a un petit peu changé son fusil d'épaule et puis a dissocié les deux branches. Et bon, moi, j'étais plus doué en technique parce que c'était l'aspect. En fait, j'aimais pas forcément faire mal à l'autre. Hmm. Ou qu'on me fasse mal parce que quand tu fais du combat, tu te prends des coups dans les côtes, tu te prends des coups dans le nez. Voilà, ça se voit un petit peu les tordus. Et voilà, et à un moment donné, en compétition, il a fallu que je choisisse. Je me suis orienté vers les katas. Ça, c'était à partir de 18 ans, 19 ans. Hmm. Et bon, voilà, après, j'ai suivi tout un parcours sportif de compétiteur là-dedans, jusqu'à devenir 5 fois champion du monde. Euh, Il y a quelque chose qui a été aussi très formateur, c'est que quand j'étais en équipe de France, où on avait forcément des entraîneurs, si tu veux, Sean, et tous ces entraîneurs, ils avaient entre 40, 45, 50, 55 ans. Hmm. Et tous avaient des problèmes articulaires. Tous, tous, tous. Et ça, c'était quelque chose qui m'interpellait énormément. C'est-à-dire que je me disais comment quelque chose qui est censé être pratiqué toute une vie pour pouvoir, entre guillemets, te défendre, etc., puisqu'on parle d'un art martial, Hmm. euh, comment ça se fait que c'est aussi destructeur pour les articulations? Et ça a été une première bille dans mes réflexions. C'est-à-dire que je me disais, il y a un truc
qu'on fait ou qui nous font faire qui a détruit ces personnes-là, ces entraîneurs-là. Et moi, je ne veux pas, en fait, arriver à leur âge de la même manière. Et ce que Christophe dit là, c'est aussi valable sur l'endurance. Donc si tu es un coach ou un passionné de l'entraînement qui veut savoir comment programmer du cardio pour avoir des progrès qui sont durables et concrets sur toi et les personnes que tu coaches, j'ai créé une formation détaillée où je t'accompagne étape par étape pour écrire des programmes d'endurance qui boosteront la santé et les performances. Cette formation n'est ouverte que 2 fois par année et les inscriptions pour la saison 3 sont seulement ouvertes jusqu'au 18 septembre prochain. Alors n'attends pas et clique le lien dans la description pour t'inscrire. C'est comme si on était à l'école. On a donné aussi une formation qui était pour moi très claire. Tu as un support vidéo, tu as un support écrit, tu as un retour. T'es pas noyé dans une masse d'infos dès le départ. Là, ça arrive au compte-gouttes. Pour moi, c'est la meilleure formation que j'ai faite à l'heure actuelle. J'ai rien à dire sur ta formation parce qu'elle est vraiment très bien. Ça donne toutes les cartes en main d'un point de vue planification de l'endurance. Je travaille plus au hasard. Plus d'assurance et me sentir plus pro. N'importe quel coach qui s'intéresse à l'entraînement, je pense qu'il a tout intérêt à faire ce mastermind. Et si tu veux, au cours de ma carrière de compétiteur, très rapidement, je voyais que la préparation physique était peut-être beaucoup moins réfléchie, beaucoup moins aboutie, beaucoup moins structurée qu'aujourd'hui. Elle détruisait tous mes potes de l'équipe de France, hein, tu vois. Ça ressemblait à quoi la prépa physique à ce moment-là? C'était donc c'était entraînement bi-quotidien, donc travail technique le matin. Alors les combattants faisaient énormément de sparring, de choses comme ça le matin. Les techniciens comme moi faisaient beaucoup de répétitions de kata, de technique. L'après-midi, on avait de la prépa physique. Les techniciens comme moi devaient quand même faire un peu de combat pour garder l'aspect réaliste, si tu veux, des frappes dans le vide, c'est-à-dire ne pas juste être un type qui frappe dans le vide, mais savoir ce que c'est que de taper ou de chercher à toucher quelqu'un. L'après-midi, c'était soit du travail de force, soit du travail de cardio sous forme de circuit training, soit du travail de beaucoup de pliométrie on faisait. Parce que dans le karaté, tu as énormément de changements de direction, déplacement, avance, recul, avec une très forte vélocité du corps. Et je voyais, en fait, si tu veux, tu avais toujours en équipe de France le titulaire et 4 ou 5 challengers parce qu'en fait, tu savais que le titulaire, il avait une chance sur 2 de se péter, en fait. Okay. Et moi, dès que j'ai identifié ça, j'ai dit, en fait, aux membres de l'équipe de France que je ne voulais plus faire la prépa physique avec l'équipe de France. Et le deal, en gros, c'était vous me laissez m'entraîner comme moi je veux. Donc à mon rythme, selon mes ressentis, donc les notions de RPE, tu vois, j'avais déjà commencé à intégrer c'était vachement important d'écouter mes sensations et pas juste ce que me disait de faire l'entraîneur ou le prépa physique. Et comme j'avais des résultats, en fait, il me disait ok, pas de problème, tant que tu as des résultats, Cario, on te garde et tu fais ce que tu veux. Par contre, le jour où tu te loupes, tu dégages de l'équipe de France. Voilà. Donc, c'était bien parce que c'était une bonne motivation, une bonne carotte, si tu veux, pour pouvoir à la fois faire ce que je voulais et m'entraîner et en même temps garder ma place en équipe de France. Et en 2002, donc là, j'étais à l'apogée de ma carrière. J'avais déjà été 3 fois champion du monde. Je passais énormément à la télé. À l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc, ma discipline, elle avait l'avantage d'être très spectaculaire. Donc, j'étais invité à faire beaucoup d'émissions comme les émissions de Michel Drucker, les émissions de Patrick Sabatier, enfin, tous les trucs un peu à 20h30. J'en ai vu quand j'étais jeune. Voilà. Donc, souvent, je passais dans des trucs comme ça, en France, en Europe, aux États-Unis. J'ai fait une mi-temps du Super Bowl aux États-Unis en démonstration, parce que les Américains, ils ont plein de défauts, mais ils adorent en fait la performance. Ouais. Et donc, comme j'étais au top de mon game à l'époque, on avait monté une sorte d'équipe, si tu veux, de démonstrateurs de karaté. Ah, c'est cool ça. On faisait une tournée aux États-Unis dans les gros événements de la NBA, de la NFL. Et en 2002, je me suis fait une rupture totale du mollet droit. Donc, à la réception d'un saut, ce que je faisais était assez acrobatique, assez aérien, avec beaucoup de coups de pied sautés.
C'était l'époque de Matrix, l'époque de Jean-Claude Van Damme. Et donc, on essayait de reproduire tout ça, mais sans les câbles, sans les trucs qui te tiennent. Nous, on ne savait pas qu'ils avaient ça, les cascadeurs. Les câbles, tu les as sous le mollet jusqu'à ce qu'ils soient plus là. C'est ça. Et à la réception d'un saut, j'ai entendu un énorme crack. Et là, j'ai compris que c'était le début de la galère. Et donc, ça a été le début vraiment d'une profonde remise en question.